Une page d'histoire avec une découverte. Et quelle découverte à Lyon? Une barque gallo-romaine. Elle était enterrée sur les bords de la Saône, 30 mètres de long, 4 de large. La découverte valait bien les journaux télévisés de 20 heures. Nous sommes en 2003 et tous les médias parlent d'une étonnante flottille romaine qui émerge des rives de la Saône. Les archéologues sont aux anges, ils ont le temps de fouiller. Le maire de Lyon vient lui-même leur annoncer que 3 des barques seront conservées. Certes, la construction du parc de stationnement prendra du retard, mais priorité aux vestiges du passé. En matière de fouilles préventives, il n'en a pas toujours été ainsi, loin s'en faut. À l'aube du XXe siècle, l'archéologie en France s'organise au coup par coup, au gré des découvertes. Les archéologues sont le plus souvent des amateurs éclairés, des enseignants, des hommes d'église. En 1948, lorsque le cimetière des Innocents est dégagé à Paris, les actualités cinématographiques en parlent comme d'une curiosité amusante. On s'extasie devant les squelettes, mais c'est l'après-guerre et les vivants ont la priorité. Nous vivons sur la terre des morts, dit l'Écriture, et le Paris des vivants s'agite au-dessus d'un Paris étrangement discret, mais infiniment plus peuplé, le Paris des cimetières. L'archéologie, c'est une découverte. C'est la découverte de l'histoire de l'homme. Mais c'est aussi en quelque sorte une aventure. Longtemps, la télévision a véhiculé l'image de l'archéologue barbu, bon vivant, flanqué de sa 2 chevaux. Salut Alain, comment ça va? Salut. Le babacool se transforme en aventurier quand le besoin s'en fait sentir. Mais pour le public, un archéologue, ça n'est pas vraiment un scientifique. Cependant, cette image débonnaire va laisser la place aux professionnels combatifs. Arrive sur le terrain une jeune génération d'archéologues qui refusent de voir le patrimoine disparaître sous les bulldozers. Et voici des images maintenant archéologiques qui vont sûrement vous intéresser. Nous sommes ici en plein centre de Marseille, à quelques centaines de mètres du Vieux-Port, derrière le palais de la Bourse et la Chambre de commerce. Il y a quelques jours, cette place était encore un immense parking abritant des milliers de voitures. Or, une opération immobilière a été lancée, une opération baptisée Opération Bourse, de l'ordre de... Le premier scandale archéologique médiatisé se produit à Marseille en 1967. L'aménagement du quartier de la Bourse prévoit la construction d'un parking souterrain. Très vite, on découvre d'importants remparts antiques. Une campagne de presse parvient à interrompre le chantier et Gaston Deffer finit par accepter que des fouilles de sauvetage, les premières en milieu urbain, retardent son chantier. Reste ensuite à savoir ce que l'on fera de ces vestiges. Bien, voyez-vous, aucun de ceux qui ont écrit ou délibéré ces derniers mois n'est capable de le dire. Car il ne s'agit pas de trésors artistiques comme le Parthénon d'Athènes ou le Forum de Rome, mais de vestiges archéologiques. Et il faut pour ça des spécialistes. La municipalité sera consultée, j'espère, personnellement, que l'on pourra tout à la fois conserver les vestiges et poursuivre le programme de modernisation du centre de Marseille, car il ne faut pas oublier que si le passé est une chose importante, l'avenir compte. Étude du passé et développement économique. Les deux sont-ils conciliables? Le public s'intéresse de plus en plus aux vestiges, symbole de son identité. Cependant, l'absence de cadre juridique et de statut pour les archéologues ouvre la porte à tous les conflits. Marseille marque le début d'une longue série de crises. Archéologue contre bulldozer. Cette fois, le combat a pour théâtre la bonne ville d'Orléans, dont la municipalité a pris la décision d'aménager le centre-ville, c'est-à-dire le quartier de la cathédrale, le cœur même de ce qui fut une grande cité gallo-romaine, puis, au Moyen-Âge, la résidence des Capétiens, avant d'être occupé par les Anglais, puis libéré par Jeanne d'Arc. Alors, pris de court par le projet d'aménagement, les archéologues fouillaient fébrilement le sous-sol, le sol du centre-ville depuis 2 ans, mais avant même d'avoir fini leurs recherches, ces archéologues voient les pelles mécaniques entamer les travaux de terrassement. Alors, s'agit-il d'un massacre archéologique? Massacre archéologique. Les journalistes ne mâchent pas leurs mots pour dénoncer les travaux, déplorant le saccage de 7 siècles de l'histoire d'Orléans. La municipalité doit s'engager à construire un ossuaire. Mais les archéologues continuent à exprimer leurs inquiétudes. Nous savons par des études faites
que ces processus d'amputation d'un patrimoine documentaire vont nous conduire en l'an 2000 à détruire 50%, 60%, 70% du capital documentaire. La question qui se pose est de savoir si, oui ou non, les populations et leurs élus acceptent cela. On commence à parler d'archéologie préventive. Et dans les années 80, les fouilles du Grand Louvre en seront le premier exemple concret en milieu urbain. L'établissement public du Grand Louvre, qui a financé ces fouilles, veut les transformer en une vaste crypte accessible aux visiteurs. La cour carrée, elle, retrouvera son aspect de naguère. En effet, il pouvait être question de maintenir à ciel ouvert ces fouilles pour deux raisons. Premièrement, elles n'auraient pas subsisté, elles auraient disparu sous l'effet du gel. Et puis, d'autre part, on aurait déshonoré la cour. Là, la solution concilie les deux. Cependant, chaque découverte entraîne et suscite des négociations difficiles et complexes avec les aménageurs, jusqu'au scandale de Rodez, en 1997. Les vestiges de notre passé, s'ils font le bonheur des historiens, ralentissent quelquefois par leurs recherches les entrepreneurs ou les financiers. Dans la cité ruténoise, le chantier Parmentier, bloqué depuis près de 3 ans, a repris, après de longues négociations qui imposaient aux promoteurs la prise en charge des fouilles. Vouloir analyser systématiquement à la petite cueillère et la fourchette la terre et dépenser, comme ici on a demandé au départ, quelque chose qu'entre 2 et 3 millions de francs, il faut qu'elle soit financée sur le budget national. Mais il est hors de question de faire financer des travaux comme ça sur les budgets privés, c'est pas possible. Il y a une loi, la loi de 1941, qui a un principe très simple. Ceux qui cassent font les travaux et payent les travaux. Il est donc très important aujourd'hui de bien faire appliquer la loi. C'est ce que je fais, que ce soit à Rodez depuis quelques jours ou ailleurs en France. Effectivement, il existe bien une loi datant de 1941, mais elle n'est pas appliquée. La preuve, c'est Alain Juppé lui-même, alors Premier ministre, qui autorise l'aménageur à reprendre ses travaux à Rodez. Pour la première fois en France, on a une intervention politique de haut niveau qui autorise un aménageur privé à détruire des vestiges archéologiques sans aucun risque par rapport à la législation en vigueur. Donc on a un passe-droit étonnant et extrêmement grave. On est aujourd'hui confronté à une loi qui ne dit pas clairement les choses, qui n'impose pas ni les responsabilités ni les devoirs des uns et des autres. Il me semble que plutôt que de pointer un doigt accusateur sur je ne sais qui, l'administration ou le promoteur, il vaudrait mieux profiter de ce cas d'école, si j'ose dire, ruténois, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans la loi et apporter des réponses qui ne seraient pas valables simplement pour Rodez, mais pour l'ensemble des fouilles en France. Ce n'est pas la peine de faire une nouvelle loi pour la bonne et unique raison que l'archéologie est défendue. Mais les faits donneront tort au ministre. Une nouvelle loi verra le jour. Rodez et le scandale de trop. Cela fait d'ailleurs 10 ans que les archéologues manifestent un peu partout en France pour la reconnaissance de leur existence. Commençons avec quelques images d'une manifestation d'un type, il faut bien le dire, assez rare. Vous allez les voir, c'était ce matin à Nîmes. Ne cherchez pas trop, ils n'étaient pas très nombreux, une vingtaine à peine. C'était des archéologues gardois qui ont manifesté devant la maison carrée de Nîmes. Ils ont donné ensuite à l'intérieur une conférence de presse et ils manifestaient comme tous les archéologues du pays pour demander des créations de postes, un effort de formation. En 2001, le Parlement vote une loi qui donne enfin un statut à l'archéologie préventive en France. Elle devient une mission de service public. Un Institut national de recherche archéologique préventive est créé. Et selon le principe pollueur-payeur, l'aménageur paiera les fouilles grâce à une redevance. C'est une victoire pour les archéologues. Et les chantiers se succèdent, ponctués de belles découvertes. Une route de contournement pour Clermont-Ferrand et 8 cavaliers gaulois enterrés avec leurs chevaux surgissent de la glaise. Un nouveau tracé routier dans les Côtes d'Armor, et c'est cette fois un trésor gaulois de 500 pièces d'or et d'argent qui sort de terre. Un parking souterrain à Nîmes et de grandes mosaïques romaines retrouvent le jour. Tandis qu'à Bobigny, lors des travaux d'agrandissement de l'hôpital Avicenne, toute une nécropole refait surface sous l'œil des malades.
Yannick est soigné depuis des mois à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et quand il se penche au dehors, c'est un spectacle bien insolite qui le distrait de sa maladie. Ça fait bizarre quand même hein, de voir autant de tombes aussi près, quoi. Savoir en plus ça que ça a 2000 ans, c'est assez impressionnant. Surtout quand il commence qu'on voit apparaître les os, qu'on voit apparaître le crâne et tout ça, c'est quand même assez... Mais c'est bien, ils font du bon boulot. Oui, mais voilà. Les aménageurs trouvent exorbitants les coûts et les délais exigés pour les fouilles archéologiques. À peine votée, la loi est critiquée et provoque de nouveaux débats au Parlement. L'archéologie préventive participe à une meilleure connaissance de l'histoire de notre pays, à son fondement, à son évolution architecturale et culturelle. Les Français y sont légitimement attachés. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'application de la loi du 17 janvier 2001 concernant les fouilles archéologiques pose problème, fait débat, je l'ai vérifié auprès de nombreux collègues. La loi du 17 janvier 2001 a été mise en œuvre au début de l'année 2002. Elle a aussitôt manifesté un certain nombre de lourdeurs et de dysfonctionnements. À nouveau, les archéologues se sentent menacés et les manifestations reprennent. Un amendement est voté. Il ouvre le marché des fouilles au secteur privé et réduit la redevance de 25%, ce qui a des conséquences directes sur les chantiers. Ici, la zone qui est bâchée en blanc là-bas pour ne pas geler, contient des ossements d'enfants en grand nombre. Ces tombes d'enfants, qui sont tout à fait importantes quand on veut se livrer à une restitution d'une population ancienne, vont devoir être éradiquées à la pelle mécanique. Les 9 mois de fouilles ont néanmoins débouché sur une exposition dans le hall de l'hôpital Avicenne. En 2003, le gouvernement réaffirme la légitimité de l'archéologie préventive et aujourd'hui, les relations avec les élus et les aménageurs sont pacifiées. De fait, l'ouverture d'un chantier est une aubaine pour l'archéologie. Les routes, les TGV ou les canaux en construction sont autant d'occasions d'étudier les archives du sol et d'améliorer la connaissance de notre passé.